Si aujourd'hui tu es étudiant ou alors que tu as encore moins de 25 ans, alors cette vidéo va sûrement t'intéresser. J'ai identifié 5 erreurs principales que j'ai fait quand j'étais plus jeune, notamment pendant mes études, que j'aimerais te partager aujourd'hui afin que tu puisses les éviter et que tu puisses faire vraiment le maximum et utiliser cette décennie de ta vingtaine de la meilleure manière possible pour planifier ton avenir. Si tu ne me connais pas encore, moi je suis Victoria, je suis chiropracteur, j'ai lancé mon cab ici aux Pays-Bas et ce que je fais sur cette chaîne, c'est que je donne des conseils aux thérapeutes, aux étudiants, aux personnes qui veulent développer leur activité en libéral ou leur activité entrepreneuriale. La première erreur principale que j'ai commise pendant tout le long de mes études, et c'est vraiment par celle-là que je vais commencer parce que réellement c'est la plus importante, et surtout c'est l'erreur que je vois la majorité des étudiants, la majorité des jeunes en fait, qui sont pris dans un parcours d'études faire. Ça, c'est seulement développer une seule compétence. Qu'est-ce que j'entends par développer une seule compétence? Moi, j'ai fait des études pour être chiropracteur, par exemple. Et je sais que jusqu'à ce que j'ai mon diplôme, donc j'ai quand même étudié pendant 7 ans, donc de 17 jusqu'à à peu près 24 ans. Et en fait, pendant toutes ces années, je me suis concentrée que sur une seule chose, c'était devenir un bon chiropracteur. Parce que, en fait, c'est ce que je voyais dans mon environnement. Donc pour moi, c'était tout à fait normal de passer tout son temps, quand on travaillait, c'était seulement pour étudier. Éventuellement, avoir un job étudiant pour avoir un complément de revenu à côté, ça c'était assez fréquent. Mais par contre, je voyais quasiment personne développer d'autres compétences. Et que là où ça a commencé à me frapper, c'est quand j'ai commencé par exemple à apprendre des langues étrangères. C'était une passion que j'avais depuis longtemps, mais dans ma tête pendant très longtemps, je me disais si on n'a pas des parents bilingues ou qu'on n'a pas étudié une langue à l'école, c'est pas possible de l'apprendre au point où on peut la parler de manière confortable avec des natifs. Et en fait, ça s'est débloqué à peu près quand j'avais 20, 21 ans et que j'ai appris l'italien et qu'en fait, au bout de 3 mois, j'ai atteint un niveau conversationnel où j'ai pu aller à Rome et interagir en italien avec les locaux. Et c'est là que j'ai commencé à me rendre compte et je me suis dit merde, en fait, le seul truc que je suis en train de développer, là, à ce moment-là, j'étais en 3e année, ça faisait déjà 3 ans du coup que j'étudiais, et mes journées quotidiennes, du coup, c'était essentiellement de l'anatomie, de la pathologie, tout ce qui était fonctionnel, de la neuro, de la radio, enfin bref, c'était que ces choses-là. Et en fait, quand vous regardez, c'est super intéressant et je suis toujours autant passionnée et si je devais reprendre mes études, ce serait avec grand plaisir parce que j'adore toujours mon métier et étudier en fait ce qui m'a poussée à être chiropracteur. Donc là-dessus, il n'y a aucun problème. Mais le problème, c'est qu'en fait, c'est quand ça devient le seul truc que vous développez. Parce que qu'est-ce qui se passe après quand on rentre sur le marché du travail? Et par exemple, qu'on se dit, bah tiens, j'ai peut-être envie de faire autre chose, ou j'ai peut-être envie d'explorer d'autres perspectives, et pas de m'enfermer dans mon métier pour les 40 prochaines années, jusqu'à ma retraite. Et ben là, c'est hyper difficile en fait de bifurquer. Parce que plus on étudie un secteur spécialisé, donc là, je parle notamment tout ce qui est médecine, tout ce qui est aussi chiropracteur, ostéopathe. On a des branches qui sont vraiment ultra fermées. Par exemple, même si vous faites médecine et que vous voulez partir dans l'entrepreneuriat, vous avez aucune base en fait. Vous ne connaissez rien d'autre que ce qui se passe dans le corps humain. Vous savez rien faire d'autre que diagnostiquer ou peu importe votre branche. Mais nous, c'est pareil. Si on se contente juste des écoles, enfin si on se contente juste des études de chiro, tout ce qu'on sait faire, c'est, alors par contre on sait très bien le faire, c'est ajuster la colonne par exemple, donc adresser tout ce qui est troubles neuromusculo-squelettiques, comme on les appelle, et voilà, on a une connaissance très profonde et très étendue de l'anatomie par exemple, et de la physiopathologie de ce qui nous concerne, grosso modo. Mais en fait, quand vous prenez ça sur le large spectre de connaissances qui sont transmises et étudiées dans des études par exemple un peu plus généralistes, et ben en fait nous on n'a rien du tout ça parce qu'on a choisi de base des branches qui étaient très spécialisées. Et ça c'est un truc sur le point, j'ai vraiment envie de vous avertir parce que moi j'ai un programme qui s'appelle Le Système dans lequel j'apprends aux thérapeutes à faire fonctionner leur cabinet et en fait ce qui se passe c'est que beaucoup de fois dans les appels de sélection, donc pour les gens qui postulent pour rentrer dans le programme, il y en a plein qui me disent j'ai déjà pensé plein de fois à me reconvertir. Et alors, deux raisons pour lesquelles ils se sont pas reconvertis. Souvent, c'est parce qu'ils restent quand même, malgré toute la désillusion, malgré toutes les épreuves qu'ils ont vécues par le fait que leur cabinet ne fonctionne pas comme ils veulent, ils restent quand même passionnés par leur métier. Donc du coup, c'est ça vraiment qui les tient et qui leur fait dire non, j'ai pas envie d'abandonner, j'aime vraiment ce que je fais, j'aime vraiment être ostéo ou j'aime vraiment être chiro, je veux que ça marche, je sais pas comment faire mais je veux vraiment que ça marche. Ça c'est la première raison. Mais la deuxième, elle est beaucoup plus dark parce qu'en fait, la seule raison pour laquelle ils se sont pas reconvertis, c'est qu'ils savent qu'avec leurs compétences, tout ce qu'ils auront, c'est un job alimentaire. Pourquoi? Parce qu'ils savent rien faire d'autre et que pour avoir un métier qualifié,
où ils pourraient espérer gagner la même chose qu'en étant chiropracteur, même avec un cabinet qui fonctionne pas très bien, eh bien, en fait, ils n'ont pas accès à ce genre de métier-là parce qu'ils n'ont pas développé de compétences à côté de ce qu'ils ont développé pendant leurs études. Et ça m'amène d'ailleurs à une erreur aussi un peu reliée, annexe, on va dire, c'est de croire qu'en fait, l'apprentissage s'arrête au moment où les études s'arrêtent. Ça aussi, c'est un gros problème. Je vois des gens, par exemple, beaucoup, moi dans mon domaine, du coup les thérapeutes manuels, qui, une fois qu'ils ont fait leurs études, ils se disent, ok, c'est bon, j'ai terminé l'école, donc j'ai terminé d'apprendre. Et ça, c'est une énorme erreur. Et en fait, des fois, ils se disent, bon, bah, je vais continuer peut-être à apprendre en faisant quelques séminaires, des choses comme ça. Mais encore une fois, on revient à l'erreur principale, c'est de rester uniquement dans sa branche. Et j'en ai plein, notamment dans les appels de sélection. C'est là où j'entends, enfin, franchement, les plus belles pépites des fois, mais c'est presque triste quand je le dis, parce que j'en ai certains qui arrivent, ils ont déjà passé 40 ans. Par exemple, ils ont rien appris pour ce qui s'agit de la gestion des finances personnelles, des investissements, de l'immobilier, juste en fait des compétences qui vont leur permettre de diversifier leur patrimoine et leurs actifs afin juste de les rassurer, par exemple un truc super important, mais une retraite qui va être à minima confortable. Parce que quand on est libéral et entrepreneur, enfin j'espère que vous le savez, si vous écoutez ça, j'espère que je vous apprends rien quand je vous dis ça, que la retraite c'est vraiment une misère. Donc du coup il faut vous la construire en amont. Et le problème c'est qu'en fait, beaucoup se focus que sur leur profession, ils oublient complètement le reste, ils en sont pas du tout conscients en fait. Et ça d'ailleurs je pense que ça vient aussi de la manière dont on est éduqué, c'est-à-dire on choisit une voie, et il faut se dédier à 100% à cette voie. Et en fait, c'est difficilement, c'est pas accepté, c'est pas quelque chose en fait de très connu que on peut faire plusieurs métiers. Par exemple, moi aujourd'hui, j'ai 2 métiers différents. Donc j'ai mon métier de chiropracteur et j'ai mon métier d'entrepreneur. Même si dans ma clinique, je fais aussi appel au côté entrepreneur pour gérer le cabinet, surtout parce que du coup j'ai aussi des collaborateurs. Mais j'ai aussi un métier complètement différent qui est coach, accompagnant, donc du coup qui est fait appel à des grosses compétences entrepreneuriales, le marketing, la communication, la vente, enfin plein de choses en fait, et toutes les compétences techniques aussi associées à ça, et associées spécifiquement aux activités en ligne en fait. Donc c'est ça que je voulais vous pousser aussi à réfléchir, c'est est-ce que aujourd'hui vous vous enfermez dans un tunnel, est-ce que vous vous enfermez dans un seul domaine de compétences, ou est-ce que vous avez une perspective plus ouverte et vous essayez en fait de créer de la résilience. Et la meilleure manière d'être résilient en fait c'est d'être polyvalent et de savoir faire plusieurs choses. Parce que s'il y a une porte qui se ferme, vous savez que c'est pas grave et que vous pourrez en fait développer autre chose, même si c'est temporaire, le temps de rebondir vers un autre projet. Voilà. Et ça m'amène aussi à la deuxième erreur, c'est que pendant mes études, j'avais vraiment tendance à rester juste dans mon milieu. Qu'est-ce que j'entends dans mon milieu ? Bah, encore une fois, pour moi, c'était le milieu de la chiro. Donc je côtoyais quasiment que des chiropracteurs, je faisais que des séminaires de chiro. Mon milieu social, c'était l'école. Bon, ça c'est un peu normal quand on est étudiant. Donc tous mes potes étaient chiro. Et en fait, j'avais un petit peu, mais pas beaucoup, comparé à ce que j'aurais pu développer d'univers à l'extérieur de ça. Et en fait, c'est ça le problème, c'est que par exemple maintenant, je suis dans des groupes, des masterminds, des groupes d'entrepreneurs où certains gagnent, genre, ils ont un chiffre d'affaires par exemple qui s'élève à plus de 100 000 euros par mois. Ben, je peux vous dire qu'en fait, la manière dont ces gens-là réfléchissent et les actions qu'ils prennent au quotidien sont radicalement différentes des actions que moi je prenais il y a encore 1 an ou 2 ans en arrière, quand je côtoyais pas ces gens-là et que mon petit monde, c'était encore juste le petit monde de la chiro. Donc c'est-à-dire des gens qui étaient au même niveau que moi. Et donc ça, c'est ce que je vous encourage à faire, c'est identifier qui vous voulez devenir, qui vous voulez être, et après, allez trouver des gens qui sortent de votre milieu et qui vont vous aider à atteindre vos objectifs et qui vont vous montrer en fait ce que eux ont fait, leur parcours, ils vont vous expliquer ça étape par étape pour vous guider en fait et vous permettre de vous rapprocher de eux ce qu'ils sont, pour incarner en fait une version supérieure, si vous voulez, de la personne que vous êtes maintenant. Mais ça, c'est hyper difficile à faire. On s'en rend pas compte en fait tant qu'on n'a vraiment pas fait ce pas d'investir sur soi, parce que vous imaginez bien que ce genre de groupe, ça a un sacré prix. Par exemple, le dernier que j'ai rejoint, ça coûtait 20 000 euros par an. Donc du coup, forcément, c'est des compétences auxquelles tout le monde n'a pas accès. Et il faut vraiment se dire, ok, vas-y, c'est bon, j'y vais. Je m'investis littéralement dans moi, dans mon apprentissage, dans mes compétences, pour atteindre
le niveau supérieur que j'ai envie d'atteindre. Mais vraiment, il faut prendre la décision, hein, en fait, de le faire sur soi. Le succès, c'est simple, ça n'arrive jamais par magie. Ça n'arrive jamais par erreur. Le succès, c'est toujours quelque chose qui est provoqué. Et ce point-là, d'ailleurs, rejoint la troisième erreur que j'ai faite pendant très longtemps. En fait, jusqu'à ce que je commence à côtoyer des gens qui étaient significativement au niveau supérieur par rapport à là où moi j'étais. C'est que j'avais tendance à écouter tout le monde avant. J'avais tendance à demander l'avis de tout le monde. Donc que ce soit de ma famille, en fait des gens que j'aimais bien ou des gens que je respectais. Et le pire, c'est que des fois j'écoutais même l'avis des gens que j'aimais pas ou les gens, j'en avais rien à foutre en fait. Et je me laissais influencer en fait parce que les autres disaient, parce qu'ils pensaient. Et je demandais souvent l'aval de la personne ou alors ce qu'elle pensait d'un projet ou d'une idée ou de comment je faisais quelque chose. Et en fait, je pense que ça partait aussi de certaines insécurités. J'avais besoin de me rassurer sur ce que je faisais. Le problème, en fait, avec ça, c'est que j'allais demander l'avis des fois de personnes qui n'avaient aucune idée de ce que je voulais faire. Donc du coup, forcément, leurs conseils, même si des fois ils étaient bienveillants, ils tombaient complètement à côté de la plaque. Et c'est pour ça que je disais, ça rejoint le deuxième point, de bien vous entourer et d'aller chercher les informations, les conseils et les compétences de ceux qui sont passés par là avant vous et ceux qui ont fait et qui incarnent ce que vous voulez faire et ce que vous voulez incarner, parce que la plupart des autres personnes n'auront aucune idée. Et d'ailleurs, comme on fait des liens entre les points, le quatrième point, ça va aussi être de bien vous entourer. Parce que votre milieu, par exemple, souvent, on a beaucoup tendance à écouter, surtout quand on est jeune, nos parents, notre famille. Et moi, je peux vous dire que si j'avais écouté tout ce que mes parents ou tout ce que ma famille m'avait dit, j'en serais pas du tout là où j'en suis aujourd'hui. Pourquoi ? Parce qu'en fait, eux, ils ont leur perspective de vie. Et en fait, je fais des choses que mes parents n'ont jamais fait dans leur vie. Donc forcément, quand je me souviens, des fois, je parlais de mes idées un petit peu entrepreneuriales, que ce soit à mon père ou à ma mère, tout ça. Je me souviens, par exemple, quand j'ai lancé ma toute première formation en ligne, c'était Chiroélite à l'époque en 2021. Je publie quelques trucs sur Facebook pour la promouvoir en fait, enfin voilà, en faire parler, en gros c'est ça. Et mon père m'avait dit mais t'es sûr? Parce que moi j'ai tendance à adopter des fois un ton assez provocateur dans mes publications, mais c'est normal en fait, c'est aussi comme ça que je suis, donc je vais pas me cacher. Et et il m'avait dit, mais t'es sûr quand même que c'est bien de faire ça parce que y a pas de commentaires, y a personne qui like, et en fait, lui était focusé vraiment sur ce qu'on appelle les vanity metrics. Les vanity metrics, c'est quoi? Bah typiquement, c'est les commentaires, les likes et le nombre de followers. En fait, c'est tout ce qui va comment dire, vous faire gonfler votre ego. Grosso modo. Si ça vous fait sentir bien à propos de vous-même, eh ben vous pouvez être quasiment sûr que c'est une vanity metrics que vous regardez. Ok? Donc voilà. Donc lui, il se focusait sur ça parce que il a pas grandi avec un ordi dans les mains, et aussi comme beaucoup de personnes, pour lui, les vanity metrics étaient égales de traceurs de succès. Alors qu'en fait, pas du tout. Et je lui ai dit, et je me souviens, hein, je lui avais dit, bah tu sais, là avec mes petits posts qui font pas de likes et qui font pas de commentaires, en attendant, j'ai déjà plus de 200 personnes qui ont commandé mon livre et j'ai déjà plus de 100 personnes qui ont rejoint Chiroélite, tu vois. Et ça, c'était, je me rappelle, 2 mois à peine après le lancement. Donc, c'était des chiffres quand même qui étaient, à l'époque, moi j'avais, je sais plus, 24 ou 25 ans, je crois que j'avais 25 ans. Ça, c'était hallucinant, en fait, l'expérience de Chiroélite. Mais tout ça pour dire, en fait, que si je l'avais écouté sans, moi, aller faire mon expérience et surtout écouter ceux qui savaient, parce que lui, clairement, ne savait pas, et ben, en fait, je serais restée sur le fait que, ah, bah, peut-être que ce que je fais, c'est pas bien, c'est pas ce qu'il faut faire, parce que, mon père m'a dit que, comme ma publication n'avait pas de like ou pas de commentaires, bah, ça veut dire que c'était un échec et que c'est pas ça qu'il fallait faire. Alors qu'en fait, pas du tout. Si je l'avais écouté, bah, simplement, j'aurais pas eu de clients. Voilà. Et en fait, j'ai écouté d'autres personnes, des gens qui étaient dans l'entrepreneuriat depuis parfois plus d'une dizaine d'années et qui disaient très bien, ne regardez jamais les vanity metrics, ne regardez jamais le nombre de commentaires, jamais le nombre de likes et jamais le nombre de followers ou d'abonnés. Ça ne révèle absolument rien sur la santé d'une entreprise et la santé d'un business de la personne que vous regardez. Et vous voyez, finalement, j'ai bien fait d'écouter ça. Et encore une fois, ça partait d'une personne qui avait l'expérience pour justifier ses dires. Donc, c'est pour ça que je vous dis ça, parce que vous voyez que je l'ai vécu. Et en fait, tellement de personnes tombent dans ce panneau d'écouter des gens qu'il faudrait pas écouter. Et du coup, ils se foirent à cause de ces mauvais conseils. Et du coup, la cinquième erreur, en fait, que j'ai aussi beaucoup faite, malheureusement, et ça m'a fait perdre tellement de temps, c'était les réseaux sociaux. Alors, ça peut paraître bizarre quand je dis ça, parce que là, vous me regardez, par exemple, c'est sur YouTube, en tout cas, c'est sur Internet, donc clairement un réseau social. Et aussi parce que si vous me suivez sur Instagram, vous voyez qu'il y a pas mal de posts qui sortent régulièrement. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que moi, par exemple, mes posts Instagram, je me cale pendant une journée,
je les planifie pendant 3 mois. Et si je veux, pendant 3 mois, je me connecte pas sur Instagram. Donc en fait, je peux très bien en fait prendre 4 journées par an pour planifier au minimum 2 posts par semaine. Et en fait, juste avec ça, une fois par trimestre, j'ai mon contenu pour les 12 prochaines semaines. Donc un trimestre. Donc dans l'absolu, avec 4 jours d'Instagram par an, je peux planifier 1 an de contenu, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, c'est vraiment la notion de input-output. Genre mon input, donc ça veut dire l'énergie et le temps et l'effort que je mets dans ça est minime par rapport à ce que ça me rapporte. Parce que du coup, Instagram m'offre de la visibilité. Ça, c'est le contenu organique est couplé avec une stratégie marketing payante, donc du coup les publicités. Et du coup, ça crée du lien de confiance. Ça rapporte des clients qui sont engagés parce qu'ils résonnent avec mon message et ils ont besoin du produit et des services que je propose. Et donc du coup, par conséquent, ça fait des ventes, des clients et des clients contents qui plus est. Donc c'est parfait. C'est un business en bonne santé. Et pourtant sur Instagram, j'ai quoi? Peut-être 1500 abonnés, enfin vraiment rien du tout. Sur cette chaîne YouTube, il n'y en a même pas 200. Donc vous voyez qu'on en revient au fait que les vanity metrics sont vraiment très très trompeuses. Parce que moi on pourrait se dire c'est quoi cette chaîne de merde, grosso modo. Mais en fait, si vous avez une idée en fait des revenus que ça génère, c'est assez hallucinant. C'est pour ça que la 5e erreur, en fait, c'est vraiment de voir les réseaux sociaux d'un point de vue de consommateur au lieu de producteur. Et en fait, il faut vraiment le plus rapidement possible, même si vous avez l'impression que ce que vous racontez, c'est de la merde. Alors là, je fais une différenciation. Quand je dis raconter des choses, c'est pas raconter votre vie. Genre, poster des photos de son chien ou quoi, ça sert pas à grand chose. Construire un personal branding, quand on n'a rien fait, en fait, d'extraordinaire ou de cool auparavant, c'est pas une bonne stratégie. Par contre, construire un personal branding quand on a quelque chose à vendre et qu'on a une certaine expertise dans quelque chose, moi par exemple c'est la création de cabinet et la création de cabinet très rapidement, c'est-à-dire faire passer quelqu'un de 0 à 50 patients par semaine dans l'espace de 6 mois, je l'ai fait, je l'ai reproduit chez mes élèves, donc ça je sais que je suis capable de le faire. C'est une expertise que pas tout le monde a, donc ça a beaucoup de valeur, et donc du coup à partir de là, je peux commencer à construire une sorte de personal branding basé sur cette marque-là, l'efficacité en fait de mes produits, de mes services et la rapidité des résultats. En fait, c'est hyper difficile de switcher en fait pour devenir un producteur sur les réseaux sociaux si vous passez tout votre temps en consommateur. C'est pour ça en fait, c'est un genre ce que je vous disais juste avant que moi je passe quasiment aucune minute sur Instagram juste pour répondre à des messages et éventuellement peut-être poster des stories une fois de temps en temps. C'est tout. Pour interagir avec mon audience et avec mes clients notamment. Mais à part ça, je passe pas du tout de temps à scroller. Peut-être que je vais me connecter une fois par mois pour regarder des petits chats sur Instagram, mais c'est tout. Et en fait, c'est ça le truc, c'est que avant, l'erreur que j'ai fait jusqu'à mes 25 ans, c'est de passer des tonnes de temps sur YouTube, sur Instagram aussi. Généralement, c'était ces 2 plateformes-là. Et à l'époque, encore pire, à l'époque, je me connectais encore sur Facebook. Alors ça, et là, encore une fois, ça, si vous voulez construire quelque chose dans votre vie, il faut absolument transformer votre usage des réseaux sociaux. Donc, il faut commencer à produire et à communiquer sur l'expertise que vous avez. Et si vous n'avez pas encore d'expertise, c'est pas grave. Vous pouvez documenter votre parcours. Par exemple, avant d'avoir l'expertise de monter mon cabinet, j'avais déjà acquis des connaissances. J'aurais pu, il y a déjà très longtemps, commencer à documenter en fait mon parcours, à dire aujourd'hui j'ai appris ça. Aujourd'hui, j'ai appris comment faire une publicité Facebook. Aujourd'hui, j'ai appris comment faire les publicités Google. Aujourd'hui, j'ai appris à faire un site internet. Puis cette semaine, j'étais à un séminaire où j'ai appris à ajuster quelqu'un, donc à traiter quelqu'un en moins de 10 minutes. Voilà. Aujourd'hui, j'ai appris tel ajustement. Et en fait, en documentant votre parcours comme ça, les gens vont commencer à vous suivre parce que vous partagez, c'est cool. En fait, c'est cool de partager ces apprentissages. Et au fur et à mesure, vous allez naturellement, en fait, gagner en expertise à leurs yeux. Juste, en fait, en documentant simplement ce que vous apprenez. Voilà. Donc si, vraiment, ça c'est un conseil que j'avais déjà entendu, mais que j'ai mis beaucoup trop de temps à appliquer, c'est de documenter ce que vous apprenez, même si aujourd'hui vous n'avez pas d'expertise. Et si vous avez une expertise, parlez de ce que vous savez faire. Enfin, si vous savez, je sais pas, peindre ou dessiner, montrez ce que vous savez faire. Si vous savez jouer de la guitare à un haut niveau ou alors réparer une voiture, enfin vraiment peu importe en fait. Hein. Mais partagez et aussi si vous aimez ça, c'est encore mieux parce que du coup, quand on aime quelque chose, en fait on dure dans le temps. Si on n'aime pas ce qu'on fait, ça ne durera pas dans le temps.
D'ailleurs, si vous êtes soit étudiant, soit même déjà thérapeute installé en cabinet ou que vous allez créer votre cabinet, vous pouvez aller checker dans la description en dessous et vous trouverez un lien vers le challenge gratuit de 14 jours. Donc c'est un challenge par email en fait qui se déroule sur 14 jours avec vraiment des gros emails vraiment bien denses en informations. Et en fait, je l'ai créé pour vraiment soulever des points problématiques que je retrouvais chez tous mes élèves. Donc par exemple, les erreurs fréquentes, vous donner les stratégies qui, moi, m'ont permis de faire fonctionner le cabinet assez rapidement, c'est-à-dire en moins de 5 mois, le blindé en moins de 5 mois. Et en fait, toutes ces stratégies et les erreurs à éviter, je vous les transmets dans cette série d'emails de 14 jours. Donc n'hésitez pas à vous inscrire, et sinon je vous dis à bientôt et je vous retrouve dans les prochaines vidéos.